Avec notre invitée ce soir à 18h17, elle est directrice générale d'Oxfam France. Elle vient nous présenter son dernier rapport sur les inégalités par ces temps de Covid. Très instructif. Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir Julien. C'est un rapport que vous avez intitulé « Le virus des inégalités » car on y apprend effectivement que les 1000 personnalités les plus riches de la planète ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant-crise et que dans le même temps, la situation des plus démunis, elle se dégrade. Alors on va évidemment en parler, mais vous militez aussi, ça m'intéresse beaucoup, pour l'instauration d'une taxe Covid sur les super riches. Quel serait, selon vous, Cécile Duflot, le bon niveau de cette taxe exceptionnelle ? Alors ça, c'est encore à discuter, mais en tout cas, il y a un pays qui l'a fait, c'est l'Argentine, où ils se sont dit, comme effectivement les plus riches, non seulement certains ne se sont pas appauvris, mais certains ont même plutôt profité de la crise. Remettre de la justice sociale, ça veut dire faire de la redistribution. Et il faut jamais oublier que cette question des inégalités, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est dans un univers où on prend des décisions, où on ne les prend pas. Donc le combat d'Oxfam, c'est d'abord historiquement, il faut comprendre comment notre ONG en est venue à lutter contre les inégalités, en constatant que c'est le facteur qui maintient durablement des trappes à pauvreté. Et d'ailleurs, maintenant le FMI, la Banque mondiale disent que l'aggravation des inégalités est sans doute ce qui mine le plus nos sociétés contemporaines. Mais vous êtes une femme de gauche, vous avez fait de la politique, vous avez été ministre, vous êtes aujourd'hui directrice générale d'une grande association qui milite aussi pour résorber d'une certaine manière ces inégalités. Quel serait, selon vous, le bon taux de taxation ? À partir de combien ? Déjà en France, c'est assez simple. Il y aurait une chose à faire qui serait de rétablir l'ISF. Mais ça ne rapporte rien, vous le savez, entre 3 et 6 milliards. C'est peu de choses. C'est pour ça que nous, je vais vous dire un truc, est-ce que ça ne taxe pas plutôt les moyens riches plutôt que les super riches, l'ISF ? Alors Bernard vous avez Arnault, raison. Vous citez beaucoup dans votre rapport. Est-ce qu'il serait inquiété demain avec le rétablissement de l'ISF ? Je ne crois pas. C'est un vrai sujet. Donc ce qui se passe avec Bernard Arnault, avec d'autres, c'est ceux qui bénéficient d'une fortune professionnelle. Il faut quand même savoir que la moitié des milliardaires français, ce sont des héritiers. C'est pas eux qui ont réalisé quelque chose d'extraordinaire. Juste, ils ont eu la chance de naître dans la bonne famille. Donc ça, c'est quand même une chose en matière d'égalité. Et comment on sait aussi qu'en France, il faut 6 générations, entre 6 et 8 générations pour sortir de la pauvreté. Donc, si vous me dites, on pourrait rétablir l'ISF déjà, ça c'est facile. Mais bien sûr que ça n'est pas la solution ultime. Ce qu'il faut, c'est un système fiscal plus juste socialement, plus redistributif et aussi écologiquement plus utile. Ça passe par une fiscalité des entreprises et notamment par une fiscalité des dividendes qui soit beaucoup moins inéquitable. Aujourd'hui, la richesse c'est plutôt produite. Les actionnaires qu'il faut taxer plutôt aujourd'hui, que les super riches. Les super riches, ils sont en général super riches. C'est d'ailleurs ce qui nous est reproché, parce que la valeur des actions qu'ils détiennent a pris beaucoup de valeur, justement, ces derniers mois. Pourquoi ça a été le cas aussi ? Parce qu'il y a une politique de soutien public, notamment de la BCE par les rachats d'actifs. Donc c'est des gens qui bénéficient d'un certain nombre de dispositifs. La spécificité de la crise de cette pandémie de Covid, il faut le comprendre, c'est que c'est une crise qui a accentué les inégalités. Ceux qui étaient déjà précaires sont devenus encore plus précaires. Les étudiants qui devaient travailler, les intérimaires, les auto-entrepreneurs. On va parler des précaires, Cécile Duflot. Je voudrais juste qu'on termine sur, pardon de les appeler ainsi, mais ceux qu'on qualifie les super riches, les plus grandes fortunes. Les 1%. Les 1%. Même les 0,1% en réalité. Mais vous prenez l'exemple de Bernard Arnault. J'ai envie de vous poser la question à l'envers. Bernard Arnault est aujourd'hui le 3e plus grand employeur français, 145 000 salariés. Il crée 3 000 emplois par an. Il n'a que 10% de son activité en France et il paie 50% des impôts en France, chez nous en France. Est-ce qu'à l'inverse de votre argumentaire, on n'a pas envie de dire plutôt il faut plus de Bernard Arnault ? Mais le truc, c'est que est-ce que Bernard Arnault irait moins bien ? Est-ce qu'il serait plus en souffrance s'il ne disposait pas d'une fortune aussi considérable ? La réponse est évidemment non. On avait sorti ce chiffre pour le montrer. Imaginez que vous auriez économisé... Mais vous connaissez la fiscalité française. C'est compliqué d'instaurer une taxe. Car on peut échapper à la taxe. Oui, mais ça, vous faites le lien avec un autre problème. L'autre problème qui est celui de l'évasion fiscale, que certains appellent poliment l'optimisation fiscale. C'est vrai que ça se pose au niveau européen, et on a plein de propositions aussi. On a fabriqué des sortes de paradis fiscaux intra-européens, c'est le cas notamment des Pays-Bas. Donc, changer le système fiscal au niveau international, et c'est pas une utopie dont je parle, même... Mais ça, vous y croyez, c'est possible ? Ah ben l'OCDE y travaille, notamment, et donc là, c'est une proposition qui avait été notamment soutenue par la France, et par Bruno Le Maire, qui était une bonne proposition, c'est-à-dire
un minimum de taxation pays par pays, notamment pour que l'argent ne fuit pas. Quand François Hollande avait instauré les 70% sur l'impôt sur le revenu, on avait dit que ça avait fait fuir beaucoup de grandes fortunes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, les études qui sont faites par le Trésor, enfin par le gouvernement, si vous voulez, ou par l'INSEE, montrent que les départs sont très modestes. Et puis, vous savez, ce qui est très intéressant avec cette question d'évasion fiscale, c'est qu'à chaque fois que vous lisez ça, alors pas forcément dans la presse économique, mais parfois dans une presse plus légère, on raconte les difficultés qu'ont ces gens qui se sont installés à l'extérieur de la France pour ne pas payer leurs impôts, à faire en sorte de bien compter les jours, parce qu'en fait, ils veulent être soignés dans les hôpitaux français, ils veulent que leurs enfants aient une éducation en France. En vrai, je pense qu'il faut aussi se placer sous un plan, j'allais dire, de soutenabilité de notre société. Est-ce que c'est soutenable d'avoir des fortunes aussi considérables qui n'apportent rien d'ailleurs à leur titulaire? Et si Bernard Arnault était moins riche individuellement, ça ne veut pas dire qu'il y aurait moins d'emplois ni moins d'activités. Oui, mais sur un plan de la fiscalité, vous savez comment fonctionne la fiscalité française, sans doute même mieux que moi. Le niveau de prélèvement obligatoire, il est déjà considérable, 48% du PIB en France. On dit que la France est le pays le plus redistributif de l'OCDE et notamment de l'Europe. C'est pas vrai, on est en recul. Non mais alors d'abord, on dit, comme vous dites, mais si on va à la racine des chiffres, c'est le même débat autour de l'impôt de production. Qu'est-ce qu'on compare réellement ? Est-ce que c'est le pays le plus redistributif ? Non, aujourd'hui c'est plutôt les pays nordiques, dont le Danemark par exemple. Est-ce que c'est des pays où collectivement la population vit mieux, y compris les super riches, puisque des épidémiologistes ont montré que des sociétés plus égalitaires, c'est des sociétés où tout le monde va mieux. Alors pour les pauvres, ça tombe un peu sous le sens, mais aussi pour les riches. Donc je crois qu'il faut avoir un débat qui soit un débat serein, qui est quel objectif, quelle vision on a de notre société. Est-ce qu'on accepte l'idée qu'il y ait 8 millions de personnes en France, sur 66 millions, qui aient besoin d'aller d'aide alimentaire chaque jour, 8 millions dans notre pays. Moi, je considère que c'est pas une bonne solution et que ce débat de mise en compétition des pays et d'un argumentaire qui serait de toujours sans cesse diminuer les impôts partout, finalement, ça a fragilisé tous les pays. Alors, simplement pour vous dire que, au passage, comme ça, Cécile Duflot, dans les pays scandinaves, il y a quand même des super riches. Je pense à la famille Ikea, par exemple, sont des très très grandes fortunes aussi. Et il le raconte très bien. D'ailleurs, les super riches, dans notre précédent rapport, c'est un milliardaire danois qui en parlait et qui disait qu'il n'avait pas la même vie qu'un milliardaire brésilien. Pourquoi ? Parce que lui, il n'avait pas besoin de vivre dans une résidence sécurisée avec des vides pare-balles. Parce que les inégalités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire c'est pas le cas de la France. Oui, ça n'est pas le cas de la France, mais la réalité, c'est que depuis 3 ans et demi, on est dans un scénario où les inégalités ont augmenté et le nombre de pauvres a augmenté. Alors, sur les nouveaux précaires, justement, quelle est pardon de parler ainsi, mais quel est le profil, la typologie de ces nouveaux précaires ? Parce que c'est ça qui est nouveau aussi dans l'étude. Alors, ils sont plus jeunes. Ils ont des situations d'emploi plus compliquées parce qu'on a fait des choses bien. Il y a des choses bien qui ont été faites pendant la crise, notamment le chômage partiel. Ça a évité de faire basculer des dizaines de milliers de personnes dans la précarité. Mais il y a tous ceux qui échappent à ça, notamment, et on le voit bien là chez les jeunes et chez les étudiants, une situation qui est une situation dramatique. Les autres qui sont plus victimes, ce sont celles qui bénéficient déjà d'une situation plus fragile habituellement, ce sont les femmes, puisque les femmes occupent majoritairement des emplois non à temps plein, enfin des emplois à temps partiel, occupent majoritairement des emplois précaires et sont souvent celles qui ont la charge de famille monoparentale. Donc vous êtes favorable à l'instauration par exemple d'un RSA à partir de 18 ans, c'est le grand débat du moment ? C'est justement le grand débat J'ai entendu qu'il y avait le président ou le secrétaire général de La République En Marche qui disait on va faire un prêt aux jeunes. Mais non, en fait, on va se dire que comme dans l'immense majorité des pays européens, parce que c'est quand même la réalité, il y a un filet social de base qui permet à chacun, comme beaucoup l'ont dit, d'au moins pouvoir prévoir l'avenir. Aujourd'hui, on est face à des générations, des très jeunes qui peuvent même pas s'engager vraiment dans leurs études parce qu'ils ont peur de pas manger, tout simplement, et ça, c'est pas acceptable. La question, c'est, on a les moyens de faire autrement. C'est pour ça que je vous disais, c'est une question de volonté politique et de choix. Alors justement, Cécile Duflot, ce sera ma dernière question. C'est un rapport avec lequel vous comptez peser dans les prochaines échéances électorales, politiques. On pense évidemment à la présidentielle. Est-ce que vous pensez que ce sujet des inégalités va revenir très très fort sur la table ? Alors c'est un rapport qui sort aujourd'hui partout dans le monde. Donc le débat que nous avons ici, il a lieu au Québec. Vous le portez en France. Et nous, on le porte en France. Et on pense d'ailleurs, si vous savez, c'était le sujet officiel du dernier G7 qui a eu lieu à Biarritz. On pense que c'est plus qu'un sujet français, c'est un sujet mondial, mais c'est un sujet européen. Et ce qui mine le plus nos sociétés, c'est justement cette espèce de tension que crée cette accentuation de la richesse chez quelques-uns. Pas de façon utile d'ailleurs, ni redistributive, ni utile pour... et simultanément une crise climatique qui devient de plus en plus centrale. Donc s'attaquer à ces deux éléments de déstabilisation de nos sociétés, c'est s'attaquer à un modèle, celui qui est
celui des 100 dernières années, et qui ne fonctionne pas, qui nous emmène tous collectivement dans le mur. Je vous dis ça parce que ça s'inscrit aussi dans le forum économique de Davos, Exactement. qui n'a pas lieu pour les raisons que l'on sait, mais qui se tient, je crois, à distance. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce forum de Davos, qui était le lieu justement d'une pensée assez, on va dire, homogène sur il faut plus de richesse et ça va ruisseler, est maintenant un lieu où on crée du débat. Et donc Oxfam a instauré depuis plusieurs années ce rendez-vous-là pour dire cette question des inégalités est en train de nous exploser à la figure. Et si je peux dire un mot sur les États-Unis, depuis 3 ans, l'espérance de vie diminue aux États-Unis à cause d'une maladie de la société qui est celle des inégalités, qui provoque une épidémie de suicide et de recours à la drogue. Et c'est le cas aussi d'ailleurs en Grande-Bretagne, plus près de nous. Exactement, et c'est une menace qui peut peser sur nous, et c'est parce qu'on ne veut pas que la France s'engage dans son chemin qu'on parle fort. Message entendu, vous n'avez pas parlé trop fort, heureusement, mais vous avez parlé distinctement. Et on a entendu vos arguments. Merci Cécile Duflot, merci d'avoir été avec nous.